Hajimemashite, Mike Miller です。どうぞよろしく。Hi, ça et bonjour, coucou les gens. Oui, aujourd'hui, grosse flemme d'installer mon fond vert, donc du coup vous avez droit à un décor improvisé d'un coin de mon bureau. Alors, vous avez sans doute reconnu cette petite introduction de Mike Miller pour Minna no Nihongo. Et oui, j'ai eu le grand honneur d'interpréter ce célèbre Mike Miller il y a quelques années. Donc, après avoir appris le japonais avec Mike Miller sur le manuel Minna no Nihongo, après l'avoir pratiqué et perfectionné pendant de nombreuses années au Japon, aujourd'hui, je vais vous parler de l'apprentissage du japonais en France, des difficultés, des pièges à éviter. Je vais vous exposer tout ça, vous parler de tout ça et vous donner quelques trucs pour bien apprendre le japonais de par mon expérience. C'est parti! Alors pour commencer, le déclic. Et je tiens à vous dire que tout déclic vaut autant qu'un autre. Effectivement, vous allez entendre, si jamais vous avez eu le malheur de rentrer dans la langue japonaise, de par exemple les animés, vous aurez évidemment droit à... Oui, enfin, c'est pas un art très noble, hein, quand même, ça, les animés, hein, pour commencer à apprendre le japonais. Moi, par exemple, c'est le japonais classique, avec le décryptage des kanji anciens, qui m'a tellement passionné que j'ai décidé de me mettre à cette langue. Ouais, ah bah, tant mieux pour toi. Donc oui, tout point de départ vaut autant qu'un autre. Ça peut être les animés, ça peut être la musique, moderne ou ancienne, ça peut être les arts martiaux, ça peut être la cuisine, n'importe quoi. On s'en fiche. Si ce déclic vous motive pour vous donner à fond, pour apprendre, maîtriser la langue et essayer peut-être de vivre ici un jour, ça vaut autant que le reste. Et mon exemple, c'est ça, parce que moi étant de la génération 90, les dessins animés, japonais, le club Dorothée, c'est ma jeunesse. Et donc, quel que soit le point de départ, ça ne vous empêche bien sûr pas par la suite de vous intéresser aux autres aspects de la culture. Il n'y a pas de hiérarchie dans le commencement d'une passion. Faites ce qui vous plaît, entrez par la porte que vous voulez. Si c'est la porte de derrière, c'est très bien. Si c'est la petite fenêtre sur le côté, c'est très bien aussi, on va pas se laisser juger, et puis les gens qui disent ça, faut les laisser parler. Donc, on continue pour rentrer dans le vif du sujet. Alors, le deuxième point qui entre cette fois vraiment dans le vif du sujet, c'est chercher le naturel et essayer de couvrir ce que l'enseignement ne peut pas forcément couvrir parce qu'il n'en a déjà pas le temps. C'est vrai que ça a tendance un petit peu trop à se focaliser sur des formules évidemment très académiques et donc d'un langage très neutre. Dans la langue japonaise, maîtriser le langage neutre est quelque chose de très important parce que ça vous permet de vous sortir de n'importe quelle situation, mais parfois c'est quand même très froid et pas vraiment naturel dans les conversations quotidiennes. À l'inverse, quand vous vous basez trop sur les mangas, vous allez utiliser des mots et des formules de phrases qu'on n'entend pas dans la vraie vie. Watakushi, sabishii desu no. Non. Non. Donc non, évidemment, faut pas tomber dans les extrêmes, mais c'est vrai qu'à l'inverse, le langage est un petit peu trop épuré de ce qu'on peut apprendre à l'université, en tout cas à mon époque. Et je me souviens, je vais vous raconter une petite anecdote là. Après avoir fini ma licence en France, donc, j'étais venu au Japon pour faire un échange en université, et je suis resté d'ailleurs depuis. Et un jour, je me souviens, avec un des amis avec qui j'avais bien sympathisé, on s'était passé une engueulade au réfectoire de la fac, mais alors comme pas possible. Le problème, c'est que lui m'a traité de tous les noms possibles et imaginables en japonais, et que moi, les seules choses que j'étais capable de lui répondre, c'était « Shizuka ni shite kudasai, yamete kudasai, sonna no, ijiwaru desu ». Donc évidemment, sur le coup, j'étais un peu frustré parce que j'aurais adoré répondre avec la même vigueur et la même vulgarité que lui. Mais vous inquiétez pas, si vous n'en êtes pas capable au début, c'est le genre de mot qui vient très vite, qui rentre beaucoup plus facilement que les kanji. Donc c'est pas la peine de vous presser, hein. On se concentre déjà sur les bases académiques et une fois qu'on les maîtrise bien, on a tout le loisir de pouvoir apprendre le reste et je vous assure que ça va très vite. Et on enchaîne donc sur la partie suivante, s'approprier la langue.
Maîtriser la langue de façon académique, c'est une chose. Il y a des gens qui sont experts en japonais classique. Moi, je suis une brêle, j'y connais rien. Hein. Mais à côté de ça, maîtriser un langage naturel qui vous permet de vous fondre dans la société japonaise, c'en est encore une autre. Je pense que pour ça, le plus important est la compréhension de la culture. Oui, on va tomber sur un sujet de philosophie. Est-ce que la culture crée les mots ou est-ce que ce sont les mots qui créent la culture? Une langue se développe et se modifie, à mon avis, par rapport à l'évolution de sa culture dans la vie de son pays. Et donc, du coup, si on veut pouvoir comprendre les nuances de cette langue, il faut évidemment comprendre cette culture et pour ça, il faut rester excessivement ouvert. Et je dirais qu'on a quand même un petit défaut en Occident, c'est qu'on a toujours tendance à juger les autres cultures par rapport à nos propres critères. Et on a quand même toujours tendance à prendre pour acquis les us, les droits, les habitudes qu'on a dans notre propre culture et même parfois essayer de faire la morale aux autres quand ça répond pas à nos critères. Combien de fois n'ai-je pas entendu au Japon nombre d'étrangers dire « ouais, c'est pas normal ». Que ce soit mal vu par exemple de parler de politique dans des lieux publics, parce que quand les avis diffèrent, c'est vrai que les gens peuvent se sentir froissés. Il n'y a pas de culture du débat. Si on reste basé sur un a priori comme quoi c'est pas normal, c'est un mode de pensée qui, à mon avis, risque de bloquer pour la compréhension des nuances de la langue qui, en fait, découlent de cette culture et, du coup, de ces différences aussi. Je pense que le plus important, c'est de mettre un petit peu de côté toutes ces notions de normalité et de morale pour essayer d'absorber au maximum, de devenir une éponge sans vraiment juger. Vous pourrez juger par la suite, vous aurez tout le temps. Je vous dirai simplement, pour vous donner un exemple, à quel moment dans la vie on apprend les langues le plus rapidement, c'est quand on est très jeune et souvent quand on est enfant. Justement, à mon avis, parce qu'on n'a pas encore toutes ces notions de normalité et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut essayer de retrouver pour découvrir avec un grand appétit de connaissances, avec les oreilles et les yeux grands ouverts, la culture et pouvoir laisser naître en nous ce qu'elle va nous inculquer. Donc nous allons partir sur le 4e point qui est beaucoup plus dans le détail, intonation, accent et dialecte. Je vais commencer par une très bonne nouvelle, il en faut quand même de temps en temps. C'est vrai que nous, les francophones, on a la chance d'avoir dans notre langue quasiment tous les sons, tous les phonèmes qui sont compris dans la langue japonaise. Le japonais a très peu de sons, en français on en a beaucoup, et hormis, on va dire, le son ha, c'est vrai que tous les autres sons, on les a. Ce qui n'est pas du tout vrai dans l'autre sens, c'est pour ça que les Japonais ont beaucoup de mal en général à prononcer la langue française. Donc, si on arrive à bien intégrer la façon de prononcer le son, je pense qu'on peut quand même faire l'effort de arriver à souffler un petit peu d'air à l'extérieur de sa bouche. C'est quand même pas les 12 travaux d'Hercule. La mauvaise nouvelle arrive juste après, c'est qu'il faut faire super attention aux intonations. Parce qu'il y a énormément d'homonymes. Par exemple, hashi, hashi. Ça monte ou ça descend ou ça reste neutre, ça varie. Et des fois, il suffit de ce petit détail pour que les gens ne comprennent plus ce que vous souhaitez leur dire. Et pour rajouter à ça, l'intonation qui varie en plus selon les régions. Comme j'ai montré dans une vidéo précédente, là où je suis à Okinawa par exemple, c'est vrai qu'il y a un dialecte qui est très fort. Si par exemple dans un échange scolaire, vous allez en province dans le Japon, le langage que vous allez apprendre, qui va être le premier que vous allez intégrer, ça va être un langage qui n'est pas le langage neutre japonais, qui va être un langage local. Et même si au bout d'un moment vous allez vous y habituer et faire la différence, il sera peut-être trop tard pour perdre les habitudes de langage que vous aurez pris dans cette région. Et donc, comme je vous le disais dans tout le reste de cette vidéo, c'est vrai que le secret de l'apprentissage du japonais, c'est vraiment d'absorber tout ça. Mais le problème, c'est que quand on absorbe trop, justement, on absorbe aussi ce genre de choses. Et donc là aussi, c'est très important de faire la différence et d'essayer toujours de se demander si c'est bien la bonne prononciation pour ce mot et si c'est bien un japonais neutre. Ça va vous aider, je vous garantis, pour la suite, pour arriver à communiquer où que vous alliez. C'est vrai que les Japonais ont tendance à être des flatteurs polis et qu'ils ont tendance toujours à dire « Waouh, qu'est-ce que vous parlez bien japonais ?» même quand vous alignez juste 3 mots. Et c'est vrai qu'à titre personnel, moi j'ai vraiment ressenti une grande différence quand ils arrêtent de faire ce compliment. Quand ils oublient du coup, comme j'en avais parlé avec Mitsu dans la discussion où il avait participé en tant qu'invité, que l'interlocuteur est étranger et qui parle d'égal à égal. C'est quelque chose qui fait super plaisir et qu'on peut considérer quelque part comme une petite consécration en fait. Mais avant ça, il y a
toujours cette période de quelques années où on parle suffisamment bien japonais pour que les gens nous comprennent et donc ne prennent pas la peine de corriger et vont même parfois et souvent jusqu'à flatter le niveau qu'on peut avoir en japonais, mais où le japonais n'est pas encore du tout parfait et là il faut pas se laisser emporter par la flatterie, il faut prendre les devants et demander en disant si je fais une erreur, n'hésitez pas à me corriger parce que sinon les gens ne prendront pas ces devants-là. Donc pour pouvoir évoluer quand on a déjà un niveau relativement correct en japonais, faut foncer dans le tas là et dire non mais dites-moi si je fais une erreur pour que je puisse m'améliorer. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo où le vrai Mike Miller donc vous a donné pas forcément des petits conseils mais des ressentis par rapport à la langue. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé, que ça vous donnera quelques idées par la suite, que vous ressentirez peut-être que bien plus tard dans votre apprentissage et du coup j'espère que vous vous rappellerez peut-être un jour que Van avait dit il y a bien longtemps dans sa vidéo qu'il y a cet élément de la langue en fait qu'il vaut mieux retenir et que peut-être, et je l'espère, ça vous servira. En attendant, j'espère que vous aurez apprécié. N'oubliez pas de liker, de partager et bien sûr de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un sujet très romantique. Ciao ciao!